Denis Labelle. Vous êtes connu. Vous êtes à la fois médecin et écrivain. Vous avez été pendant 27 ans chef de service dans un hôpital de la région parisienne. Vous avez écrit une vingtaine de livres, dont plusieurs essais. Certains font référence, justement en ce moment, comme La vie devant nous, dans lequel vous dénonciez déjà en 1995 les conditions d'accueil des personnes âgées dans les établissements spécialisés. Depuis 20 ans, vous défendez le droit des malades de choisir leur fin de vie. Vous avez été à l'origine du manifeste des 2000 soignants qui ont affirmé en 2007 avoir aidé des malades à mourir. Vous venez de publier aux éditions Plomb un livre intitulé « Le médecin, la liberté et la mort pour le droit de choisir sa fin de vie ». Dans ce livre, vous analysez les responsabilités médicales, politiques et religieuses qui expliquent les difficultés d'obtenir en France une loi de liberté pour la fin de vie. Vous proposez une nouvelle éthique basée sur la priorité de la lutte contre la souffrance, alors qu'aujourd'hui, le combat est pour la vie coûte que coûte dans les cas de maladies graves et incurables, condamne les gens à souffrir jusqu'au bout et condamne aussi les médecins à l'obligation d'accompagner jusqu'à la mort des personnes dans des conditions difficiles. Donc, vous allez faire le point de la législation existante, la loi donc Claes-Leonetti, les propositions de loi en cours, notamment l'année dernière, et puis dans l'avenir proche, dans le contexte de l'élection présidentielle. Et vous avez déjà beaucoup de questions. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Annie, merci à vous tous. J'ai été très intéressé par tout ce que vous avez raconté et vraiment c'était tout étonnant. La France, vous savez, c'est une république laïque, c'est le pays des droits de l'homme. Pour nous Français, nous avons l'impression parfois que cette renommée est un peu usurpée, comme si depuis la Révolution française, nous étions endormis sur nos lauriers. Nous n'avons pas été les premiers concernant le vote des femmes, concernant l'IVG, concernant le mariage pour tous, et pour la fin de vie, nous en sommes bien loin. J'ai rencontré en juin 2021 l'ancien président de la République François Hollande, qui avait annoncé une loi fondamentale sur la fin de vie qui marquerait son quinquennat. Bon, on connaît le résultat. Lui-même a reconnu, c'est vrai, m'a-t-il dit, la France, qui a été longtemps en avance sur les problèmes de société, commence à prendre du retard. Je regrette, car la France reste un pays de référence. Alors la France est-elle encore un pays de référence? Nous le souhaiterions. Malheureusement, dans le domaine de la fin de vie, dans l'aide active à mourir, force est de reconnaître que nous sommes bien loin de la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, la Suisse, le Canada, l'Espagne, le Portugal, 10 États américains, la Nouvelle-Zélande et j'en passe. On ne vient pas mourir chez nous pour la qualité de la fin de vie. C'est nous qui allons à l'étranger lorsque nous voulons obtenir une fin de vie digne que nous refuse notre pays. Vous savez comme nous que nous avons eu deux lois qui se sont succédées. La loi Leonetti en 2005, et comme elle n'avait pas bien marché, on l'a rappelé de même, pour faire la loi Claes-Leonetti en 2016. Aucune n'a donné satisfaction. La loi Leonetti prenait pour le malade en fin de vie arrivé au stade terminal la déshydratation du corps, associée à l'administration d'antalgiques et sédatifs, mais attention, à dose modérée. Il fallait même réveiller de temps en temps le patient pour être sûr qu'il ne s'endorme pas trop vite. Et avec cette idée totalement absurde de le double effet de médicaments, c'est-à-dire que si, par mégarde, les drogues aboutissaient à un effet létal, si le médecin n'avait pas eu l'idée malencontreuse de vouloir aider son malade à mourir, alors il ne serait pas jugé. Par contre, s'il avait eu cette idée malencontreuse, il passerait aux assises. La loi Claes-Leonetti était censée aller un peu plus loin, améliorer les choses. Créer une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. On peut dire que le titre n'est pas mauvais, créer une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Mais le texte d'application, que très peu de gens ont lu, qui a été rédigé par la Haute Autorité de Santé, dicté par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui, on le connaît, est totalement opposé à l'aide active à mourir, a abouti à un texte touffu, hautement critiquable, tant dans les indications que dans la méthodologie. J'irai vite, mais tout de même dans les indications d'abord, parce qu'il faut vraiment être au stade extrême
pré-mortem pour pouvoir en bénéficier, avoir des douleurs incontrôlables même à ce stade, et en sont donc exclus tous les malades qui ont des maladies graves et incurables, mais qui ne sont pas à ce stade final, et sont également exclus tous les patients qui ont des maladies neurodégénératives, qui évoluent depuis de nombreuses années et qui présentent des souffrances physiques et psychologiques souvent très importantes. Ce texte de la Haute Autorité de Santé est également hautement critiquable dans sa méthodologie, car il reprend grosso modo ce qu'il y avait dans la loi Leonetti en poussant un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il garde le principe de la déshydratation du corps, ce principe absurde et cruel, et qu'il contrôle la prescription des sédatifs et des morphiniques, ce qui aboutit encore à une agonie prolongée et inutile. Ces deux lois ont pourtant été votées à notre Parlement de façon à l'unanimité des députés, gauche et droite, ce qui est en fait chez nous toujours inquiétant, parce que les vraies lois qui sont passées sur le plan de changement de la société ont toujours été l'objet de débats parlementaires aigus, difficiles, que ce soit la loi sur l'IVG ou que ce soit par exemple la loi pour le mariage pour tous. Le vote à l'unanimité, en fait, cache une loi qui est floue, qui est ambiguë, qui est minimale et qui ne donne satisfaction en fin de compte à personne. Alors pourquoi ce retard en France à légiférer et à reconnaître le droit à exprimer notre dernière liberté? J'ai détaillé de façon précise les raisons dans le livre que je viens de publier. Je vais essayer de résumer. Je dirais qu'il y a trois responsabilités. Une responsabilité médicale, une responsabilité politique, une responsabilité religieuse. Pour la responsabilité médicale, je mets en cause l'opposition permanente du Conseil de l'ordre des médecins qui n'a jamais été capable de s'associer au changement des lois de société. Je mets en cause aussi le Comité national d'éthique qui a été toujours extrêmement timoré dans le domaine de la fin de vie et très silencieux dans le domaine des établissements destinés aux personnes âgées. Je mets en cause la Société française des soins palliatifs qui, partant il y a 30 ans d'une idée humaniste, a abouti à une position très sectaire, très proche de celle de l'Église. La position philosophique de cette société est en fait pour nous un copier-coller avec la position du Vatican. Ensuite, nous avons une responsabilité politique. La fin de vie n'est pas un sujet qui est abordé par nos hommes politiques. De toute façon générale, la santé n'est pas abordée par nos hommes politiques. C'est une peur que je ne comprends pas, car elle est totalement injustifiée, étant donné que celui qui fera passer une loi répondra au désir de 80 à 90% de la population, une loi qui ne coûte pas un sou et une loi qui marquera son nom dans l'histoire. Je crois qu'en France, on a oublié la phrase de Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Quant à la responsabilité religieuse, elle est considérable par son entrisme au niveau des comités d'éthique, au niveau de la Société française des soins palliatifs, au niveau des députés, elle pèse d'un poids très lourd dans le refus de modifier la loi. Il existe même un hiatus très important entre je dirais, les catholiques pratiquants, qui en grande majorité souhaitent un changement de la loi, et la hiérarchie ecclésiale ou vaticane, qui reste avec une position très rigide. Alors où en sommes-nous? Depuis 20 ans, tous les sondages vont dans le même sens. 80 à 90% des Français veulent un changement de la loi. L'un des derniers sondages en date, qui a été réalisé à la demande du journal La Croix en 2019, confirme ce pourcentage. Pour la première fois, en plein Covid, le 8 avril 2021, à l'occasion d'une niche parlementaire, alors savoir ce que c'est qu'une niche parlementaire en France, c'est 24 heures par mois où les députés ont la possibilité de déposer une proposition de loi en dehors du calendrier parlementaire habituel. Mais ça dure 24 heures. Il faut que la loi passe dans les 24 heures. Si elle ne passe pas dans les 24 heures, elle ne passe pas. Le 8 avril 2021, le député radical Olivier Falorni a réussi à inscrire au cours d'une niche parlementaire un projet de loi en 5 articles
dont le premier demandait l'aide médicale à mourir. Enfin, une porte s'ouvrait. Ce premier article a été voté par 240 voix contre 28, donc une très grosse majorité. La porte, hélas, a été vite refermée parce qu'il y a eu 4000 amendements déposés par les opposants, le petit groupe d'opposants, et donc en 24 heures, il n'était plus possible de faire passer les autres articles de la loi. 296 députés de toutes tendances se sont tournés vers le gouvernement en disant « nous aimerions poursuivre ce débat parlementaire ». Ils ont eu une réponse négative de la part du Premier ministre qui faisait en fait que répondre ce que disait le président, c'est-à-dire que pour l'instant, ce n'était pas le moment. Du reste, en France, ce n'est jamais le moment. Alors, en France, jamais une loi ne se fait sans l'accord du président de la République. Donc, on va attendre ce qui va se passer puisque nous sommes en pleine campagne présidentielle. Malheureusement, tous les candidats qui se posent, qui se prononcent en faveur d'une modification de la loi et d'une loi pour l'aide médicale à mourir ou l'aide active à mourir sont de gauche. Or, aucun n'a de chance de passer au deuxième tour, semble-t-il, d'après les statistiques. La présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, issue d'un parti conservateur, a précisé que de toute façon, elle s'en tiendrait à la loi Claes-Leonetti. Reste le président Macron. Pour l'instant, il est resté extrêmement silencieux sur ce problème, sauf qu'il s'est opposé à ce que le Parlement poursuive le débat. Acceptera-t-il de bouger? Personne n'en sait rien. Le sujet n'a jamais été évoqué. Alors, notre seul espoir est de rouvrir au niveau du Parlement le débat et essayer de faire en sorte que cette loi Falorni passe, tout en sachant que nous sommes critiques de cette loi sur plusieurs points. Il est marqué qu'il faut que le malade soit, bien sûr, une maladie incurable et à un stade avancé, qu'il soit toujours atteint de douleurs physiques ou psychologiques incontrôlables, mais rien n'est précisé qui contrôle ces douleurs. Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est le malade? Depuis quand? Une semaine, 15 jours, un mois? Rien n'est précisé. Et surtout, notre grosse crainte, c'est qu'il est prévu que cet accord ne peut se faire qu'après l'avis de 3 médecins. Alors, quand on connaît actuellement les difficultés de voir des médecins en France, où il y a eu 25% de médecins en moins, que beaucoup de médecins sont opposés à l'aide active à mourir, rien que cet élément du projet de loi risque de rendre très difficile l'application de la loi. Nous espérons néanmoins qu'après les élections législatives de juin, nous allons avoir un nouveau Parlement et que le débat va rouvrir. Nombreux sont ceux qui nous soutiennent. Nous avons reçu juste avant cette réunion une lettre de soutien de Madame Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de la Commission des lois. Nous avons l'intention de continuer à nous battre. Nous avons prévu de faire une manifestation à Paris, au centre de Paris, le 2 avril. Comme vous voyez, le combat pour nous continue et j'avoue que votre expérience, mes très chers amis, belges, luxembourgeois, suisses, québécois, pour nous est essentielle parce que ça nous renforce dans notre combat et ça nous donne des arguments essentiels. Nous espérons qu'un jour nous serons à vos côtés pour convaincre d'autres pays à obtenir cette liberté essentielle. Je vous remercie. Merci. J'entends pas. Ça, on l'a déjà vu. Annie, votre micro. Ton micro. Mais oui, mais ce n'est pas moi qui le déclenche, donc je suis prisonnière. D'accord. Une première question concerne justement, pour faire bouger les lignes, ne pourrait-on pas faire des campagnes de sensibilisation des médecins? Alors, je crois que nous avons des projets dans ce domaine. Denis Labelle, si vous pouvez répondre. Écoutez, moi, je suis entré à l'association Le Choix parce que, justement, il n'y avait pas je dirais, d'animosité vis-à-vis des médecins. Je trouvais qu'au contraire, il y avait un accueil des médecins et que les gens avaient compris dans cette association qu'obligatoirement, les médecins auraient un rôle à jouer. Bon, il faut qu'ils restent à leur place, mais que leur place soit là. Donc, nous avons, il y a un an, pensé qu'il faudrait créer un groupe de médecins pour préparer la loi le jour où elle passera. Car notre crainte, c'est qu'en effet, compte tenu de ce qui se passe en France, les seuls qui soient aptes à donner leur avis
soient les médecins des soins palliatifs, de la Société française des soins palliatifs. Or, on sait, ils l'affirment depuis très longtemps, ils ont une opposition farouche à l'aide active à mourir. Donc, nous avons commencé ce travail à partir de la liste des médecins qui ont soutenu Bernard Senet. Nous avons eu 200 médecins qui ont signé cette pétition et nous demandons à ces médecins de nous rejoindre pour que nous formions des groupes pour être prêts d'abord à se former et pour être prêts à répondre aux exigences de la loi. Donc, vous feriez une formation du type EOL, en quelque sorte. Ça serait plusieurs choses. On envisagerait qu'il y ait un jour une formation où nous demandons à nos amis belges de nous aider, de type EOL, mais également que les médecins puissent se positionner soit comme simples conseillers, soit comme experts, soit comme actifs. Que chacun y trouve sa place et que nous ayons, disons, un vivier de médecins suffisamment humains pour participer à l'application de cette loi. Alors, j'ai une autre question concernant la manifestation dont vous avez parlé. Plusieurs participants souhaiteraient avoir des détails sur cette manifestation du 2 avril. Où va-t-elle se dérouler? Peut-on encore s'inscrire? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Nous avons pris cette décision il y a peu de temps. Nous pensons qu'il est temps pendant cette campagne présidentielle, il n'y a aucun débat, que nous le portions ce débat sur la place publique. Nous avons donc demandé à la préfecture l'autorisation de manifester au centre de Paris, entre la place Saint-Michel et la place du Châtelet. Et nous avons demandé à nos adhérents, ceux qui voulaient participer. Donc nous sommes déjà avec un groupe assez important et tout le monde est invité, quelle que soit l'association, à venir à cette manifestation qui se tiendra le 2 avril à 14h30, débutera place Saint-Michel. Donc, il est encore le temps de s'inscrire et de s'engager. C'est tout à fait possible, et même d'aider à faire des panneaux, et enfin tout le matériel qu'il faut pour une manifestation. Il est rare de voir sur la place publique des gens d'un certain âge, donc on espère que ça marquera le public. Alors justement, il y a une question d'un participant. Quelles sont les différences essentielles de l'association Le Choix avec l'ADMD? Nous avons écrit sur notre site une explication assez longue pour expliquer pourquoi 3 associations. Je crois qu'il y a des éléments historiques et puis il y a des éléments je dirais, expérimentaux, d'expérience personnelle. Il y a un point important, c'est que l'ADMD est indiscutablement l'association la plus importante, la plus ancienne. Le tout, c'est que nous avons estimé qu'elle était souvent plus attachée à multiplier les adhésions qu'à passer à l'action. Et ça a été pour Le Choix quelque chose d'essentiel, agir, agir et agir. Vis-à-vis d'Ultime Liberté, nous avons beaucoup de sympathie pour les gens d'Ultime Liberté, mais nous pensons que vouloir aller sur le plan pratique, être en avance sur la loi est audacieux et courageux, je le salue, mais risque d'aboutir à un cul-de-sac. Actuellement, les responsables d'Ultime Liberté sont en situation plus difficile à cause de ce qui s'est passé sur le plan législatif, de la venue du Mexique de produits de pentobarbital. Donc, nous avons fait un choix, qui est un choix de dire nous voulons que les gens choisissent. Et nous intégrons dans cette démarche les médecins. Ça, c'est un point très important. Donc voilà, nous ne sommes pas dans une situation de conflit. Moi, on a eu des contacts très positifs avec nos amis d'Ultime Liberté. Nous avons rencontré avec Nathalie le nouveau président de la DMD. Tout est ouvert. Je crois que plus on sera, mieux ça vaudra. Nous agissons parce que nous avons envie, cette manifestation, voilà, on la décide et elle se fait. C'est comme ça. Je crois qu'il y a une volonté d'action au choix qui me semble importante. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Marie Godard, qui est connectée, qui est donc la présidente de notre comité d'honneur, partage tout à fait votre position quant à la nécessité de lutter pour avoir une loi plutôt que d'essayer d'avoir une solution en France qui ne serait pas légale. Alors, maintenant, il y a des questions plus particulières concernant les demandes anticipées.
quelqu'un me pose la question, elle voudrait être sûre de savoir qu'une une demande anticipée est plus stricte quand elle est écrite que lorsqu'elle est faite de vive voix. Donc, si vous pouvez confirmer cela, Moi, je rapidement pense peut-être. Mais... qu'actuellement, compte tenu de la situation des médecins, qui sont extrêmement réticents, qui ne sont pas formés, rien du tout. Quand on fait la médecine en France, on n'a pas de cours sur la souffrance, sur la mort, c'est-à-dire sur ce que l'on va, les aimants, on sera confronté pendant toute sa vie. Je pense qu'il est important qu'il y ait un lien profond, prolongé si possible, entre le médecin et le malade. Et lorsque le malade écrit à la main lui-même ce qu'il souhaite, d'expérience, j'estime que c'est un engagement important et que ce n'est pas pareil que de reproduire un document préétabli où on coche. Plusieurs fois, j'ai vu la difficulté d'obtenir justement cet effort d'écrire à la main. Donc, ce n'est pas particulièrement légal, on peut faire ce que l'on veut, mais je crois que psychologiquement, c'est un engagement fort. Annie, Alors, on me pose aussi Jean-Jacques Bise a levé la main à quelques reprises. Oui, je n'ai pas vu, moi, je ne revois rien du tout. Donc, allez-y. Puis-je intervenir? Oui, volontiers. Oui. Vous avez dit dans votre gentille présentation que j'étais devenu adhérent Exit ADMD en 2001. Et j'aimerais revenir sur cette adhésion, non pas pour, à titre personnel, faire état de ma vie, mais c'était suite à la lecture d'un livre qui m'avait vraiment tellement intéressé, le livre de Catherine Leguet qui s'appelait « Mourir dans la dignité », lorsqu'un médecin dit oui. Et c'était justement Bernard Sonnet, cette personne que je trouvais absolument remarquable, qui en 2000 disait déjà absolument à la population entière qu'il pratiquait des euthanasies avec ses patients, qu'il était proche de ses patients. Et je me faisais la réflexion suivante, qui est probablement encore d'actualité. Je me disais que les autorités politiques et judiciaires françaises, à cette époque-là, ne souhaitaient absolument pas poursuivre M. Sonnet parce qu'ils craignaient exactement ce qui s'était passé en 1972 dans le procès de Bobigny et du réquisitoire de Mme Halimi. Ce serait peut-être à réfléchir, ne faut-il pas soutenir M. Bernard Sonnet dans la procédure judiciaire qu'il a maintenant, parce que si cette personne-là était maintenant dans le collimateur des autorités judiciaires, possiblement condamnée, ça probablement engendrerait une réaction populaire forte qui participerait en plus de votre problématique des manifestations et d'une problématique législative. Alors, nous avons, je vais vous répondre, moi je connais Bernard depuis 1995. Et donc, nous avons participé au même combat depuis longtemps. Il est resté à la DMD plus longtemps que moi. Moi, j'ai fait un court séjour. Il y a aussi un point important que je voulais dire. Moi, je ne crois pas que ce soit un problème de dignité. C'est un problème de liberté. Parce que certains trouvent de la dignité dans d'autres circonstances. Il y a des gens qui sont religieux et qui estiment que mourir dans des conditions de souffrance, pourquoi pas, je respecte, représente une certaine dignité. Donc, moi, je trouve que c'est important que ce soit la liberté. Alors, le soutien à Bernard, mais on l'a eu immédiatement, parce que Bernard, c'est évident, on n'est pas très nombreux comme médecins à se battre pour cette loi. Et nous avons organisé très tôt une pétition en sa faveur et nous avons également demandé une souscription pour l'aider au cours de son jugement. Nous prenons en charge, du reste, les frais de jugement. Avocat. Pardon, Annie? Non, je dis les frais d'avocat. Pour nous, c'est un combat qui est lancé. Maintenant, voilà, en France, il faut vraiment s'agiter beaucoup pour que les gens en parlent. C'est très, très, très difficile. La presse ne soutient pas, reste très distante. Les télévisions font de temps en temps, publient de temps en temps un film sur le sujet, mais ça retombe. C'est un combat complexe en France. Il y a vraiment des réticences considérables. Mais Bernard, bien sûr, on tient compte. Et même ce que l'on voulait faire, c'est utiliser son procès pour aller jusqu'à la Cour constitutionnelle. Parce que contrairement à l'Allemagne, l'Italie ou l'Autriche, où ce sont des associations qui ont saisi les cours constitutionnelles
et les cours constitutionnels ont dit que les lois étaient liberticides, en France, pays des droits de l'homme, eh ben, c'est plus compliqué. Il faut qu'il y ait un procès en cours, qu'il y ait ensuite que ça passe à la Cour de cassation et la Cour de cassation au ministère. Donc, ça fait 3 étapes à la Cour constitutionnelle, alors que dans les autres pays, il n'y en a qu'une étape. J'ai répondu à votre Oui, question. il y avait une question justement posée par un participant. Pourquoi ne pas prendre contact avec le Grand Orient? Ça, je te laisse répondre. Oui, donc on ne peut pas dire que, malheureusement, que les obédiences maçonniques et le Grand Orient en particulier se soient mobilisés très fortement, officiellement, pour la fin de vie ces dernières années. Donc, il y a d'autres combats. On a rencontré beaucoup de groupes de pression sociologique. Récemment, la Mutualité française, le président de la Mutualité française avait estimé que c'était intéressant de soutenir la démarche en faveur d'une aide médicale à mourir. Et puis, il est nommé maintenant à notre poste. Et lors d'un débat récemment, c'était plus aussi clair, paraît-il. Moi, je n'étais pas présent, mais paraît-il. Donc, on n'a pas beaucoup de soutien de groupe. Hein. J'ai regardé, par exemple, le programme électoral de M. Mélenchon. M. Mélenchon, les Insoumis, qui a pris position pour l'aide médicale à mourir. Et bien, dans son programme électoral, c'est une phrase, une seule phrase. C'est tout de même court pour le problème de la fin de vie. Or, c'est l'un des plus gros soutiens politiques de l'aide médicale à mourir. Voilà où on en est en France. Alors, je crois que Emmanuel Macron aurait l'idée d'une convention citoyenne s'il était réélu. On peut peut-être compter sur le soutien de ces députés s'ils sont réélus aussi, comme Mme Huel Braun-Pivet, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui s'est beaucoup engagée aux côtés d'Olivier Falorni pour essayer de faire passer la loi. Mais c'est vrai que les signaux encourageants, il faut que nous les provoquions, nous, associations, je pense. Je pense que le gouvernement français a fait une erreur, là, récemment. Il y avait une opportunité pour lui de laisser la loi se faire au niveau parlementaire. Il en aurait tiré les bénéfices sans en avoir les inconvénients. Et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas écouté les 296 députés qui demandaient que le débat parlementaire se poursuive. Ça aurait été extrêmement simple. Et ça aurait peut-être mis un point final, tout au moins provisoire, à cette situation. Donc on espère, mais on ne sait pas encore comment va être la nouvelle Chambre des députés, mais que ce débat va revenir. L'important, c'est ensuite de savoir quel est le texte d'application, le décret d'application, parce qu'on peut avoir une loi avec un titre et puis un décret d'application qui soit tellement compliqué qu'on en revienne encore au problème de la loi Claes-Leonetti. Bien, mais écoutez, il y a une série de questions qui sont plus des remarques sur la force des lobbies. Est-ce que, Denis Labelle, vous pouvez dire quels sont les lobbies qui vous paraissent les forces d'opposition les plus combatives contre un changement de loi en France? Quels sont les véritables opposants? Il y a vraiment en France une sorte de fossé entre, je dirais, la hiérarchie de groupes et la base. En France, il y a une demande évidente de la population à ce qu'il y ait un changement de loi. Même chez les catholiques, ils sont majoritaires. Et par contre, au niveau médical, que ce soit, je l'ai cité, le Conseil de l'ordre des médecins, le comité d'éthique, la Société française de soins palliatifs, ou que ce soit au niveau religieux, l'Assemblée des évêques, le Vatican, tous ces gens-là sont contre. De toute façon, toutes les religions monothéistes sont contre. Il n'y a pas une religion monothéiste qui est ouverte à ce sujet. Donc, on est devant des hiérarchies qui sont coupées des bases, parce que les bases réclament ce changement. Et voilà où nous en sommes, et c'est comme ça que parfois les gens prennent des voies de travers, de populisme, parce qu'ils ne sont pas entendus. Il serait temps que les hommes politiques entendent la demande de la population. J'ai répondu. Bien, nous avons largement dépassé le temps, mais nous avons toujours plus de 200 participants, je crois, de connectés, 236.
Est-ce que nos intervenants invités veulent redire une dernière chose avant que l'on se quitte? Monsieur Georges L'Espérance, Madame Jacqueline Hermance, Monsieur Jean-Jacques Schonker. Ben, simplement un mot. Merci à la Belgique pour nous avoir montré le chemin. Merci à la Suisse pour faire ce qu'elle fait de façon extraordinaire. Merci au Grand-Duché de Luxembourg. Nous, ici, on parle toujours du Benelux, donc ça va plus facile. Je voudrais seulement dire un tout petit mot, si vous le permettez, sur l'histoire des barbituriques en vente libre et que chacun pourrait prendre. Nous, ici, moi, comme médecin, je vous parle seulement comme médecin, mais je ne suis pas le seul, nous sommes très opposés à cela parce qu'on ne sait jamais ce qui va se produire. Est-ce que le dosage va être bon? Est-ce que le patient va avoir plus de séquelles que vraiment une mort, etc., etc. Par ailleurs, d'un strict point de vue philosophique, de mon côté à moi, comme médecin, c'est la médecine qui a amené les gens très âgés souvent dans la situation où ils sont. Et je pense que c'est à la médecine de poser le dernier geste de dernier soin, qui est un soin pondéré, qui est un soin d'altruisme. Et je pense que c'est à la médecine de le faire et donc de suivre le patient jusqu'au bout. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Moi, je dirais aux médecins de suivre son patient du début jusqu'à la fin et non pas de transférer son patient vers des spécialistes. C'est la responsabilité, c'est l'éthique d'un médecin d'accompagner son patient jusqu'à la fin. Ça, c'est fondamental. Mais c'est au patient de décider. C'est absolument aux malades, aux citoyens de décider comme dans vos pays. Absolument. Si je peux dire aussi un petit mot. Non, pardon. Luxembourg, Oui. nous, on dit toujours on parle du droit de vivre dans la dignité, hein, mais pas de droit de vivre dans la dignité sans le droit de mourir dans la dignité. L'un ne va pas sans l'autre. Merci. Et la Jacqueline. Jacqueline? Oui, je suis Jacqueline, vous voulez dire un mot? Mais beaucoup de choses pourraient encore être dites, par exemple, par rapport au travail qui devrait encore être fait en France. Je dois dire qu'on est souvent sollicité en Belgique et souvent critiqué. La Belgique sert d'épouvantail par rapport à l'euthanasie en France et je comprends la crainte de certains parce que comment expliquer qu'un pays comme la Belgique, qui est un royaume, avec des profondes racines catholiques, si on prend les Pays-Bas, profondes racines chrétiennes en général, comment expliquer donc que dans ce pays, on a pu aller au-delà et créer donc ces conditions pour une fin de vie choisie. Donc, je comprends très bien la préhension de certains, mais on doit sans cesse faire un travail par rapport à la mésinformation pour la Belgique en France. C'est extrêmement, je dirais, contraignant parce que ça nous fait perdre du temps, d'une part, et ce qui est aussi contraignant, je suis désolée de le dire, mais c'est aussi les demandes des Français qui ne résident pas en Belgique. On est toujours partagé entre le fait de dire changez la loi dans votre pays et en même temps de répondre à leurs demandes. Mais c'est aussi une charge importante, non pas au point de vue financier, parce qu'on est sans doute moins cher que la Suisse, mais ça, je n'ose pas trop le dire, ne venez pas en Belgique pour ça. Mais cela représente pour les médecins belges qui doivent suivre ces patients non résidents une charge et du temps, de l'énergie qu'ils ne peuvent pas consacrer évidemment à leurs autres patients. Donc, si un jour les choses pouvaient changer en France, la seule possibilité serait effectivement qu'on aille au-delà des vote majoritaire, je dirais qu'il y ait la possibilité, et on y était presque parvenu avec la proposition Falorni, qu'il y ait bien des parlementaires de partis différents qui fassent en sorte de faire avancer une proposition de loi, voire un projet de loi si c'est présenté par le gouvernement, mais en tout cas qu'il y ait des liens qui se créent entre différents partis. Ce n'est que de cette manière-là qu'il y aura un jour une possibilité d'avoir un vote en faveur d'une loi concernant la fin de vie en France.
Merci. Peut-être juste un dernier mot pour remercier aussi l'organisation et puis remercier aussi Denis Labbé et toutes les personnes qui militent avec lui et faire une remarque qui va sans doute déplaire à certains, mais il m'est arrivé de devoir enseigner le droit constitutionnel et de rappeler que la France en l'occurrence, est probablement le seul pays aussi peu démocratique que d'avoir un Parlement qui n'est pas maître de son ordre du jour. Et c'est tout à fait exceptionnel dans le pays des droits de l'homme. Et c'est vrai que nous, de tout cœur, on peut vous soutenir et nous vous soutenons dans la mesure de nos forces et de nos moyens. Merci pour l'organisation. Merci. Je voudrais signaler une question, enfin qui n'est pas une question, c'est une demande d'aide de quelqu'un qui effectivement note que les procédures, disons, sont longues lorsqu'on va à l'étranger. Et donc, elle demande comment peut-on les accompagner. Je voudrais redire que le choix est à l'écoute justement de ces questions via son adresse courriel, via son numéro de téléphone, et que vous pouvez toujours nous adresser vos questions et vos demandes d'aide, et nous nous efforçons d'y répondre. Notamment avec Madame Nathalie Nathalie Andrews, qui est en Belgique et qui donc peut faciliter beaucoup de choses. Voilà. Donc, nous, ça fait partie de notre rôle que d'être à l'écoute de vos questions sur ce plan. Nathalie, si tu veux dire un petit mot. Voilà, pour finir, en conclusion. Voilà, je vais conclure cet après-midi. Jacqueline Hermans, Georges L'Espérance, Jean-Jacques Bise et Jean-Jacques Schoenkert, nous vous remercions vivement pour ces interventions qui ont apporté un éclairage fort intéressant et positif sur l'aide à mourir, qu'elle se nomme, suivant le pays, euthanasie, aide médicale à mourir ou suicide assisté. Merci aussi à Denis Labelle d'avoir brossé un tableau très clair de la situation actuelle en France et de ce que nos compatriotes souhaitent. Nous vous rappelons à tous que très prochainement, une rediffusion de cette rencontre sera disponible sur le site du Choix et notre chaîne YouTube, ainsi que sur le site de la World Federation et aussi celui des associations représentées aujourd'hui. Au cours de la visioconférence, plus de 300 personnes se sont connectées par moment et certaines ont posé des questions. Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore en poser, le Choix est à leur disposition pour y répondre par courriel ou téléphone ou transmettre ces questions aux intervenants qui étaient là aujourd'hui. À ce sujet, d'ailleurs, je rappelle le nom des associations suisses qui acceptent d'aider les malades étrangers: Life Circle, Ex International, Dignitas et Pegasos. Leurs coordonnées sont indiquées sur notre site, tout comme celles des associations représentées aujourd'hui. Au pays des droits de l'homme, la bataille est longue et difficile. Espérons que bientôt, nous pouvons toujours rêver, il ne soit plus nécessaire de s'expatrier pour mourir dans le respect de notre choix et de notre devise qui est, certains l'ont peut-être oublié au niveau des gouvernants, liberté, égalité, fraternité. Chers amis, adhérents et sympathisants, au plaisir de vous retrouver pour d'autres réunions publiques ou visioconférences. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.